Bonjour à tous, bienvenue, merci de suivre ce cycle de conférences ici à la Cité de l'Architecture ou bien chez vous depuis l'application ArchiLive. Nous avons la chance de réunir un très beau plateau pour parler de l'architecture et de ce qu'elle peut nous apporter. Une douzaine d'invités aujourd'hui et presque autant demain pour mener des discussions qui s'annoncent, je m'y engage, déjà passionnantes. Un mot de présentation avant de laisser la place à la première de toutes ces conférences, où nous évoquerons la question de la transformation de logements à grande échelle pour permettre d'accéder à plus de confort dans un meilleur rapport à l'environnement et pour peut-être moins cher. C'est un programme qui fait rêver mais qui peine à se généraliser. On va pouvoir en parler avec les architectes Frédéric Druyot et Christophe Hutin et Francis Rambert de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Nous parlerons également aujourd'hui des enjeux d'une façade avec notamment Manuel Gautran et Miguel Cornero. Plus tard, l'agence PCA Stream sera représentée pour évoquer la question de l'innovation dans le bâtiment, low-tech versus high-tech. On posera la question. Et nous terminerons la journée au milieu des bois, au milieu du bois, à parler en tout cas du matériau, le bois. Deux architectes qui savent très bien l'utiliser discuteront autour de leurs projets respectifs. Il s'agit de Lina Gottmé et Dimitri Roussel. Vous serez vous aussi d'une certaine manière des intervenants dans le cadre de notre après-midi puisque vous pouvez poser des questions à travers l'application ArchiLive dans le chat. Les questions me sont transmises et je m'occupe de les poser ensuite à nos invités. Des questions, des commentaires également, bien évidemment. Tout ça prend place, je le disais à l'instant, au sein de l'événement ArchiLive organisé par Thema Design dont la présidente est avec nous. Bonjour Nicole Lucometro. Un mot peut-être, Nicole, sur ArchiLive. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer ici et sur Internet, donc cet après-midi et demain? Merci David. Alors ArchiLive, c'est une initiative tout à fait nouvelle. C'est le premier salon 100% digital dédié à l'architecture. Donc ArchiLive, c'est 2 jours. Pendant 2 jours, il y aura des conférences. Il y aura des rendez-vous d'affaires et des exposants qui présenteront des showrooms virtuels. Mais ce salon ne s'arrêterait pas au bout de 2 jours. En effet, la plateforme digitale sera disponible pendant plusieurs semaines après l'événement et tout le monde pourra voir les conférences en replay et voir les visiteurs qui sont inscrits. Voilà, donc maintenant je passe la parole à David pour les conférences. Eh ben, merci bien et on va commencer alors avec notre première discussion, notre première table ronde. Je suis assis actuellement à côté de Frédéric Druyot. Bonjour à vous. Vous êtes... Oui, pardon, on s'était dit qu'on s'autorisait d'enlever le masque au moment où on ne parlait, ou au moment où on devait parler plutôt, voilà, c'est ça. Si on enlève le masque quand on ne parle pas, ça ne servira pas à grand-chose. Vous êtes architecte diplômé de l'école d'architecture de Bordeaux. On vous connaît pour certains de vos projets de réhabilitation, notamment le ministère de la Culture à Paris avec Francis Solaire, livré en 2005. On vous connaît aussi pour 2 opérations de logement assez remarquables qui ont fait école dans l'histoire de l'architecture, que vous avez réalisées avec l'agence Lacaton et Vassal, 2 projets qui ont été multiprimés et dont vous aimeriez faire des modèles de transformation et d'amélioration de logements existants. On va pouvoir en parler tout à l'heure, ça sera le sujet de notre discussion. Ces 2 projets en l'occurrence, ce sont la tour Bois-le-Prêtre à Paris qui a été livrée en 2011. La transformation, comme vous le dites, radicale, et on verra pourquoi, d'une centaine de logements par ajout d'extensions chauffées, de jardins d'hiver et de balcons. Et puis l'autre opération en question, c'est Bordeaux Grand Parc en 2015, toujours selon le même principe d'extension apportée à un bâtiment existant avec un chantier en site occupé. Vous transformez cette fois plus de 500 logements sur 3 bâtiments avec Lacaton et Vassal ainsi que Christophe Hutin, qui devrait d'ailleurs nous rejoindre dans un instant. Et qui est connecté, me dit-on. Et ben voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Un mot pour terminer sur cette opération de logement Bordeaux Grand Parc. Elle est au cœur d'une exposition qui ouvre ce vendredi à la Cité de l'Architecture, intitulée « Transformer à grande échelle, nouveaux défis de la durabilité ». Et Francis Rambert, directeur du département de la création architecturale ici à la Cité de l'Architecture et co-commissaire de l'exposition, viendra nous en dire un mot tout à l'heure, d'ici voilà, une petite vingtaine de minutes, que l'on puisse ouvrir la discussion avec lui.
Pour l'heure et pour présenter ce premier projet de Bordeaux Grand Parc, nous accueillons en duplex Christophe Hutin. Bonjour à vous. Oui, bonjour, bonjour à tous et bonjour Fred. Écoutez, bien devant le micro, Frédéric, si vous voulez bien qu'il vous entende absolument. Voilà, j'ai toujours rêvé, je crois, de pouvoir faire ça comme si dans ces émissions de télé où on a un petit décalage entre ma parole et la vôtre. Et là, c'est même pas le cas. Je vous entends en direct et sans aucun décalage. Alors, j'en suis ravi. Vous êtes architecte, vous aussi, Christophe Hutin. Vous êtes diplômé de l'école de Bordeaux, vous aussi, Christophe Hutin. Vous êtes engagé sur la question de l'habitat bioclimatique. Vous avez notamment conçu plusieurs projets de maisons individuelles assez remarquables sur le sujet. Et vous avez l'honneur de représenter cette année la France, vous avez l'honneur de représenter la France à la Biennale d'architecture de Venise, qui devait se tenir cette année, qui a été reportée, et on croise très fort les doigts, pour 2021, dont la thématique de cette Biennale de Venise a inspiré le titre de nos discussions, à savoir comment allons-nous vivre ensemble. Et puis, je le disais, vous avez travaillé avec Frédéric Druot, si présent, et avec Lacaton et Vassal, qui nous regarde peut-être, sur ce projet de Bordeaux Grand Parc. Eh bien, pour commencer, est-ce que vous voudriez bien nous le présenter, ce projet de Bordeaux Grand Parc? J'ai quelques petites images à faire défiler et vous vous étiez proposé de nous les commenter. Oui, alors d'abord, pour introduire le propos sur le projet du Grand Parc, ce projet est une étude de cas qui a fait suite à une étude d'urbanisme qui s'appelait 50 000 logements, qui avait pour but de trouver des stratégies pour augmenter le nombre de logements sur la ville de Bordeaux à hauteur de 50 000. C'est un peu un slogan, une annonce, mais il fallait définir des stratégies. Et donc Frédéric, je pense, va le développer plus tard dans la conversation. Il est à l'œuvre sur ce sujet depuis longtemps. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec Frédéric et Jean-Philippe sur cette étude urbaine et qui ensuite a mené cette étude de cas et qui reprend les principes de la tour-bolle-prête initiée par Jean-Philippe et puis par Frédéric à Paris. Et donc à Bordeaux, le sujet, c'était de transformer 530 logements d'un bailleur qui s'appelle Aquitanis dans un quartier qui est plutôt intra-boulevard à Bordeaux, c'est-à-dire on est en ville, on est bien desservi par les services. Donc, c'est une situation assez intéressante. Je précise, pardon, vous citiez la tour Bois-le-Prêtre. Je précise qu'on va en parler bien évidemment tout à l'heure avec Frédéric Druot. Mais ce focus sur Bordeaux Grand Parc, c'est aussi parce qu'elle est au cœur de l'exposition dont on parle aujourd'hui et qui ouvrira donc dans 2 jours à la Cité de l'Architecture. Et voilà, ça valait bien évidemment un petit focus dessus et c'est ce que vous nous avez proposé de faire. Oui, alors donc, je vous l'ai dit, on est dans Bordeaux, on a une situation exceptionnelle avec des immeubles de 15 étages, 2 immeubles de 15 étages et un immeuble de 10 étages. Et ces immeubles étaient, dans le cadre des politiques urbaines, voués à être démolis. Et en fait, le précédent qu'avait mis en place la tour Bolle-Prêtre a permis aux bailleurs et à un certain nombre de personnes de s'emparer du sujet, de proposer, de le transformer au lieu de le démolir. Voilà, ce qui est très bien et ce qui ne fait pas encore assez école aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de projets de transformation de ce type et qui soient engagés, même si tout le monde reconnaît que c'est digne d'intérêt. Donc, vous faites défiler des photos peut-être que je ne vois pas. Ah d'accord, voilà. Donc, effectivement, je suis en train de faire défiler des photos. La première image qui présente le projet dans son ensemble et on voit bien la différence entre la tour, les barres de 1960 et celles de 2013. Donc peut-être qu'on peut commencer par là, en fait, par le grand principe. On va ensuite rentrer un peu dans ces logements et voir très concrètement quelle forme ils prennent. Mais pour parler déjà de ce projet, donc quel est le point de départ? C'est l'idée de se dire on doit réhabiliter 500 logements, mais on ne va pas faire sortir les habitants, on va les laisser chez eux pendant toute la durée des travaux. Exactement. Donc, c'est le principe d'un site occupé, c'est-à-dire que les gens ne déménagent pas pour que l'opération de transformation se réalise. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le point de départ de ce projet, c'est la façon dont les gens habitent dans ces immeubles depuis 1960. C'est-à-dire que ces immeubles, ils ont fait le travail pendant des décennies pour pour faire vivre des familles, hein. Et donc, ces gens-là, ils ont écrit leur histoire. Ils ont un lien affectif avec leur appartement, avec leur vie personnelle qu'ils engagent dans ces immeubles. Et donc, c'est le point de départ. Donc, par exemple, on avait fait tout un inventaire photographique des appartements et on avait essayé d'avoir une connaissance très élevée, très précise de la façon dont les gens vivent dans cet immeuble pour être capable de l'amener à un meilleur niveau de confort
de plaisir dans leur logement. D'accord. Alors, très concrètement, le résultat qu'on voit aujourd'hui, ce sont des logements qui ont été donc agrandis en grande partie. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le projet, ça paraît toujours un peu étonnant, cet agrandissement. Alors certes, on a beaucoup de surface, mais qu'est-ce qu'on y fait en fait dans cette surface? Parce que c'est pas une salle de bain en plus ou un grand salon, c'est un espace plutôt indéterminé en fait. On est en train de montrer justement des images de cette extension. Vous maîtrisez très bien le sujet. Quand je vous parle de la vie des gens dans ces immeubles, c'est très concrètement également, hein. Et effectivement, les espaces qui ont été rajoutés, ces logements, ils ont été pensés de façon fonctionnaliste, c'est-à-dire issus du mouvement moderne, avec une approche où les espaces sont affectés à des fonctions. Donc une salle à manger, une cuisine, une chambre à coucher. Et en fait, l'espace supplémentaire qui est proposé ici, il permet un petit peu justement d'avoir un espace qui est non programmé et qui est donc indéterminé. C'est-à-dire que l'usage et la performance que les habitants vont avoir de cet espace qui leur est proposé, elle est très libre. Et donc chacun invente un petit peu la façon d'agencer et de construire sa vie, son projet de vie dans ce logement. Voilà, c'est une dimension supplémentaire qui permet, par cette indétermination, de laisser un peu les gens interpréter et improviser leur vie dans l'architecture. Ce qui est mieux que d'être contraint dans des règles trop fonctionnelles. Et alors, il y a un autre enjeu, on s'en doute un peu quand on suit votre parcours et votre œuvre, ainsi que celle de Frédéric Druot et de l'Hackathon et Vassal. Il y a un enjeu aussi thermique dans tout ça, il y a un enjeu de développement durable, pour le dire de façon très large, puisque cet espace intermédiaire, il sert aussi de sas entre l'extérieur et l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce point ? Eh bien, effectivement, les mètres supplémentaires qui sont rajoutés au logement, le logement gagne en épaisseur. Et de ce fait, il y a un rapport au climat et au paysage qui est beaucoup plus intime, qui est favorisé. Et donc, ça stimule aussi l'appropriation par les habitants et des dispositifs thermiques également, puisqu'ils ont la main, ils régulent, et ce n'est pas un produit industriel qui le fait à leur place, ils régulent les ouvertures, l'ombrage, tout un tas de dispositifs qui leur permettent d'apporter du confort dans l'expertise qu'ils ont de leur quotidien et de leur façon de rendre confortable l'espace qu'on leur propose. Voilà, les gens ont une grande intelligence d'adaptation et d'appropriation de cette architecture par les possibilités qui leur sont données. Et donc, l'extension vient un petit peu en surépaisseur avec un effet casquette sur la façade existante. Donc, on a un contrôle de l'apport solaire en été et puis en même temps, un apport d'énergie solaire passive en hiver, lorsque les baies sont fermées, puisque là, il y a un effet de serre qui se produit, qui fait monter en température le jardin d'hiver, qui permet de chauffer de façon passive l'habitation. Voilà. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'air passe à travers, le climat, on est en relation avec le climat, avec les nuages qui passent, et c'est très agréable. Et je pense que pendant le confinement, c'était pas mal pour les gens d'être dans cette situation plutôt que dans celle préalable. Et alors justement, pour terminer sur cette présentation du projet de Bordeaux Grand Parc, alors je ne sais pas si vous avez des retours exacts sur comment on a vécu là-bas pendant la période de confinement qu'on a connue au printemps dernier, mais peut-être plus largement, quels sont les retours des habitants? Comment est-ce qu'ils vivent là-dedans? On parlait tout à l'heure de ces espaces indéterminés. Est-ce qu'on a l'habitude en tant qu'habitant de se retrouver face à un grand vide que l'on doit combler? Alors, dans les photos telles que je suis en train de les faire défiler, justement, on voit qu'il y a des choses à mettre dans ce grand vide. Mais qu'est-ce qu'ils vous en disent, les habitants, sur ces espaces? Eh bien, les habitants, ils ont une vision très fine et très intelligente de ces espaces. On le voit très bien dans l'usage qu'ils en font, dans l'invention, la capacité d'invention qu'ils ont pour agencer, pour vivre dans ces endroits. Voilà, je crois que les gens sont intelligents, ils se sont totalement appropriés le dispositif, le principe, et ils en sont contents. Voilà. Très bien. Les habitants de cet immeuble sont la Pardon, première on ressource vous du a projet. perdu. Vous disiez, excusez-nous, on n'a pas pu entendre la fin de votre intervention. Non, je disais que les habitants du projet étaient la ressource principale de ce projet, par leur intelligence et par leur façon de transformer, de performer dans l'architecture. C'est ça qui est intéressant, c'est la vie qui s'installe dans le projet. Et alors, avant qu'on discute un peu de la généralisation de ce modèle-là, justement par rapport à ce que vous disiez à l'instant, le rôle des habitants pendant les travaux de réhabilitation, rénovation, extension, comment ça s'est passé avec eux? Parce que certes,
J'imagine que c'est toujours plus agréable de pouvoir avoir comment dire, de ne pas avoir à déménager, de pouvoir garder son appartement et le voir même s'agrandir. Mais pour autant, on est sur un chantier en site occupé, vous le disiez, un chantier pas tout léger quand même. Comment ça se passe? Alors, si on devait généraliser cette méthode-là à d'autres bâtiments, qu'est-ce que ça implique pendant le temps du chantier? Eh ben, ça implique de faire un travail que Fred maîtrisait très bien, notamment sur l'impact et des nuisances et des travaux sur le quotidien des habitants. Et donc, essayer d'avoir justement, de faire un travail hyper précis sur le plan technique, sur le plan du pilotage, de la façon dont les choses s'enchaînent, pour que ce soit un peu moins de nuisances pour les gens à l'intérieur. Après, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un chantier, c'est pénible, hein. Ce sont des travaux, il y a de la poussière, il y a des nuisances, effectivement. On essaie de les réduire, mais je crois que les gens avaient à l'esprit le bénéfice derrière ce projet. Et je dois dire que ça s'est quand même bien passé. Et effectivement, c'était un chantier très lourd, hein, parce que 530 logements, ça commence à faire des gros travaux. Et ça s'est plutôt bien passé. Après, on a tout un tas de protocoles et de dispositifs pour la sécurité des personnes. Et donc, les habitants aussi pouvaient, par exemple, aller, y compris dans le chantier, servir le café aux ouvriers. Très bien. Et ben voilà, c'est une bonne introduction donc que de partir d'un projet en particulier pour pouvoir réfléchir ensuite à la généralisation. On vous retrouve juste après, Christophe Hutin, pour discuter de tout ça, lorsque Francis Rambert également viendra nous rejoindre. Mais alors peut-être justement à propos de cette généralisation, je me tourne vers vous cette fois, Frédéric Druot. On parlait à l'instant de Bordeaux Grand Parc. Avant ça, il y avait la tour Bois-le-Prêtre. Et ce que vous êtes venu nous dire aujourd'hui, c'est qu'après ça, il pourrait y en avoir encore bien d'autres. J'ai un chiffre incroyable. Lorsque vous m'avez cité ce chiffre, je vous ai réinterrogé 3 fois parce que je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. Mais en parlant de Paris, vous imaginez que cette situation peut se reproduire combien de fois à l'échelle de la ville de Paris, par exemple? Je ne sais pas s'il fonctionne, le micro. Enfin, nous, on a fait une étude sur 1648 situations dans Paris et sa première couronne, qui concerne en fait 435 000 logements existants et sur lesquels, qui sont sur des territoires viabilisés. Et sur ces territoires-là, on peut rajouter à peu près 135 000 logements. Ça veut dire que c'est faire des logements complémentaires sans créer de voiries nouvelles, sans casser les arbres, sans déplacer les gens, ni les exproprier. C'est travailler sur un urbanisme très très fin, au cas par cas, soit pour rajouter 1 logement, 2 logements, 100 logements, 140 logements. Et l'addition de tout ça, si on travaille l'urbanisme de cette façon-là, on évite de faire des ZAC, on évite de consommer de l'énergie et on travaille surtout sur la qualification et l'augmentation de la qualité du logement, du plaisir d'habiter. Donc la recherche de toutes ces études-là, c'est l'habitabilité du monde, d'une certaine façon. Et l'habitabilité du monde, c'est l'habitabilité de chacun, d'un être, plus un être, plus un être, plus un être. Voilà. Donc ça nous permet, et je vous en remercie, de revenir effectivement à notre thématique sur cette table ronde-là et plus largement peut-être sur cet après-midi. Alors vous m'avez préparé beaucoup, vous n'allez pas vous en sortir. beaucoup d'images. Alors voilà, je vais les faire défiler selon vos commentaires. Et je pense que, je peux le faire si vous voulez. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure le mot de modèle. À mon sens, et je pense qu'au sens de Christophe et de Dan et Jean-Philippe, on ne crée pas des modèles d'architecture. On crée peut-être un modèle de pensée. Et c'est ce qu'on essaye de mettre le plus en place. Et cette histoire des 2 projets dont on vient de parler à Tourbois-le-Prêtre et le Grand Parc, a une origine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu à déterminer un point de vue sur la question du logement, sur la question des démolitions, sur la question des énergies, sur la question de l'écologie d'une façon beaucoup plus large. Et on avait résumé toute cette pensée dans un ouvrage qui s'appelait Plus, qui a été publié en 2006. Voilà. Et donc c'est ça le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'essaie pas de vendre un modèle d'architecture, puisqu'on pense qu'il y a des milliers d'architectes qui sont capables, dès lors qu'ils pensent à la question du logement depuis l'intérieur, d'augmenter le bénéfice de chaque situation. Le logement, il est oublié. Bon. Donc on était effectivement sur cette image, je pense que cette image-là, dans les années 60, il a été abandonné pendant beaucoup d'années. On aurait pu imaginer passer à ce modèle-là si on était un bon architecte. Et c'est l'image suivante, c'est si en plus on est généreux avec les gens et qu'on fait attention, on peut arriver à ça. Et quand on a dit ça en 2006, on l'a fait.
Et on l'a appliqué sur les projets de la Tour Bois-le-Prêtre et du Grand Parc. Bon. Donc la Tour Bois-le-Prêtre, c'est à peu près le même principe, mais c'est un projet qui a été réalisé avant le Grand Parc. C'est sur le même principe, c'est-à-dire prendre une situation de fait avec des gens qui habitent dans un immeuble depuis quarantaine d'années. Il y a peut-être plusieurs générations qui sont passées dans ces immeubles-là. On a stigmatisé tous ces ensembles d'immeubles de façon générique, c'est-à-dire on parle à la fois des grands ensembles des banlieues, mais à la fois des grands ensembles tout court, pour dire que c'était des habitations mauvaises. Et si on en parle, c'est parce qu'on les regarde que de l'extérieur. Et dès lors qu'on rentre un peu à l'intérieur de ces logements-là, on s'aperçoit qu'il y a une intimité, une douceur, un savoir-vivre qui est étonnant et qui surtout constitue le patrimoine des gens qui habitent là. Et aller démolir le patrimoine des gens, je trouve ça absolument exécrable. Voilà. Et donc c'est très simple pour l'ANRU de payer, de financer des dossiers de démolition dès lors qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait des gens à l'intérieur. On est complètement abasourdi par le pognon dépensé par l'ANRU pour démolir des logements alors qu'on en a besoin. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on voit un projet comme ça, à penser avant tout à la question économique, mais finalement, voilà, depuis tout le temps de la discussion qu'on a, c'est que maintenant qu'on évoque le sujet, parce que c'est pas le principal sujet. Pour vous, il est vraiment question, vous nous parlez du patrimoine des gens qui habitent, il s'agit de prolonger un logement dans le temps. C'est le premier point, les gens. Après, la question, on en parlait tout à l'heure, la question de l'énergie, la question de l'économie, ce sont des contraintes qu'on maîtrise parfaitement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dépenser de l'argent pour ne rien produire. Ce sont des vecteurs qui sont essentiels. Mais la question fondamentale, c'est augmenter le bénéfice du logement. Vous avez parlé tout à l'heure du confinement. Moi, ça m'a fait beaucoup rire d'entendre la mairie de Paris dire ou passer des petites affichettes dans la ville de Paris en disant « Dites-vous bonjour depuis vos balcons ». Bon, où est-ce qu'il y a des balcons dans Paris ? La question du logement. Au 2e et au 5e étage. Voilà, oui, ou au premier bel étage et 4e, ça dépend comment on compte. Mais la question, ça a été évoqué pendant le confinement, est-ce qu'on parle du logement aujourd'hui ? On n'en parle plus. On ne parle pas des gens qui sont à 5, une famille de 5 personnes qui sont dans 35 mètres carrés, qui ont une petite fenêtre, de cet inconfort sur la question du logement. La question du logement, politiquement, elle n'est pas prise. Pas prise en main. On balbutie, on fait des petits effets, on inaugure des petites choses, mais on ne travaille pas sur la question du logement. Et c'est dans ce sens-là qu'on avait écrit le plus en 2006 et qu'on a fait cette étude sur 1640 situations dans Paris possibles. C'est-à-dire, si on ne change pas les règles de l'urbanisme, si on ne veut pas penser à la question du logement, on ne réglera pas la question du logement. Et on ne réglera pas non plus plein de données sociales qui vont avec. Bon, c'est-à-dire tout a été évoqué pendant le confinement. La violence entre couples, la difficulté des enfants. Aujourd'hui, on parle du retard scolaire des enfants qui n'avaient pas les moyens. C'est très, très lié à la question du logement. Si on veut étendre la question du logement, on peut aussi l'étendre, par exemple, à la culture de la musique. Si on ne peut pas jouer de violon à 4 ans dans un logement, ben ça veut dire qu'on n'aura jamais de culture de la musique en France, même si on construit la Philharmonie de Paris. Bon, voilà. Donc le logement, c'est la clé de la vie d'une société, et en particulier, c'est le point clé de la constitution d'une ville. Si on ne veut pas s'y attacher, si on ne veut pas s'accorder de temps à passer là-dessus, on peut faire des projets comme on les faisait dans les années 60, mais c'est plus le même sujet. Alors je pense que, bon, si on n'était pas déjà, vous nous avez complètement convaincus sur le pourquoi. J'aimerais bien qu'on évoque le comment, justement, en continuant de faire défiler votre présentation. Et avec le comment vient le pourquoi pas aussi, quoi, parce que on est assez convaincus par tout ce que vous dites et tous ceux qui connaissent cette opération, la Tour Bois-le-Prêtre d'ailleurs, qui avait eu le prix de l'équerre d'argent à l'époque, l'opération de Bordeaux Grand Parc qui a eu le prix Mies van der Rohe, tout le monde connaît la qualité de ces projets-là. Et alors on se demande pourquoi on n'arrive pas, encore une fois, à multiplier, non pas le projet, on a bien compris, mais plutôt la pensée qui va avec. Et je continue de faire défiler, on est bien d'accord ? Oui, il faut aller. Allons-y. Pourquoi ? Moi, j'ai pas la réponse, autrement ça se ferait. Pourquoi ? Je pense simplement que la question du logement, elle est prise en termes de quantité. Depuis les années 60-68, je crois, c'est un produit financier. Donc essentiellement, on peut acheter un logement à Agen sans jamais y aller, simplement parce qu'on a investi X milliers d'euros et que finalement, peu importe le fait qu'on ait une qualité interne au logement, une capacité d'habitabilité, puisque de toute façon, on a quelque chose qui rapporte de l'argent. Voilà. Donc tant qu'on pensera encore le logement comme un produit financier, ça ne sera jamais des logements, ça sera des produits financiers. Et donc l'évolution du logement
logement, en termes de confort de vie. Enfin, il y a des choses très très simples qu'on ne peut pas faire dans un logement. Hein. C'est monter son vélo, tendre du linge, jouer du violon, nanana. Bon. On peut régler des choses très très simples dans le logement si on s'attache à la question du logement. Bon. Et pas à la quantité de logements, pas à la typologie des logements, à la question du logement. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que ce grand espace vide des jardins d'hiver que l'on proposait, soit à Bordeaux, soit à Paris. C'est simplement la capacité à habiter. Bon. Et c'est vrai que réguler de façon très directrice la façon d'habiter des gens en leur positionnant une salle de bain, une petite chambre, un petit séjour, tout ça dimensionné, ça ne donne pas une liberté d'habiter. Et c'est effectivement vrai que dès qu'on a donné 30, 40, 50 mètres carrés de plus aux gens, sans leur indiquer la façon de vivre ces espaces-là, ils ont pris la liberté de le faire parce qu'effectivement, ils sont intelligents. Ce n'est pas des gens à part, c'est nous. On est comme ça. C'est pour ça qu'il faut revenir à la fois penser l'écologie d'une façon ordinaire, mais la penser en termes d'écosophie, comme disait Guattari. C'est-à-dire la penser dans un système très global et social, mais aussi la ramener systématiquement à l'échelle d'un être. Voilà. Écoutez, alors je continue de faire défiler ces photos et c'est vrai qu'il y a un contraste saisissant entre ce que vous appeliez tout à l'heure le patrimoine, effectivement, où on comprend bien qu'un appartement comme celui qu'on est en train de voir là, il date pas d'avant-hier, c'est pas un déménagement d'il y a 3 jours qui a amené une telle décoration, c'est des années et des années de vie qui amènent à avoir un tel décor, et en même temps ça voisine avec ces donc nouveaux espaces. Donc là on est à Paris, ça ressemble très fortement à ce qu'on voyait tout à l'heure de Bordeaux. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans les images que vous montrez, effectivement, cette dame qui habite dans son appartement très très décoré, je ne sais pas si cette photo était à l'intérieur, se trouvait à l'intérieur d'un dossier de démolition, les gens réagiraient avec autant de violence. Hein. Sauf que ces photos-là, elles n'existent pas. C'est-à-dire qu'on montre les pigeons écrasés, on montre des seringues dans les escaliers, on montre tout ce qui va mal avant de montrer tout ce qui va bien. Et on a une philosophie, on a 2 philosophies. 1, réfléchir depuis l'intérieur, et 2, lister d'abord tout ce qui va bien avant de lister tout ce qui va mal. Et tout ce qui va bien, on peut encore l'améliorer. Voilà. Et c'est donc à travers ces 2 enjeux, c'est les 2 grandes lignes, j'imagine qu'après il y a de quoi faire des sous-titres hein, pour faire la méthodologie en entier. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui permet, on l'espère, de multiplier ces types de projets. Je propose qu'on invite maintenant à notre discussion Francis Rambert, qui est avec nous. Francis Rambert, je rappelle, vous êtes le directeur du département de la création architecturale, ici même à la Cité de l'Architecture. Bonjour à vous, et vous avez un micro pas très loin normalement. Voilà, on avait dit qu'on évitait de les faire passer. On va vous trouver un micro, voilà. Et donc là, on est vraiment chez vous, Francis Rambert, c'est-à-dire qu'on est à la Cité de l'Architecture, mais spécifiquement dans la partie création architecturale. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est exactement ça, et je trouve ça très bien que la question de la transformation versus la destruction soit au cœur du débat aujourd'hui. Nous militons, c'est vrai, ici à la Cité aussi pour défendre cette ligne, fort de cette magnifique expérience de Bois-le-Prêtre, parce que je voudrais quand même souligner, certes, l'équerre d'argent et tout, mais en plus de ça, ça a été reconnu internationalement. Le Dame de Francfort est quand même le plus grand musée allemand d'architecture, a fait une exposition non pas sur le logement social, non pas sur la France, mais sur la seule tour de Bois-le-Prêtre, comme une expérience, justement. Vous parliez de la question de la reproduction d'une telle expérience. Oui, en tout cas, la démarche, c'est évident que c'est reproductible. Voilà. Donc voilà, je voulais souligner ça en préalable parce que c'est très important. Une tour, bar, hein, c'est tout le vocabulaire des années 60, eh bien, ça peut être revisité d'une manière extrêmement positive. Et j'aime bien l'approche du verre à moitié plein, déjà de partir de ce qui marche, plutôt que toujours pointer ce qui ne marche pas. Et alors, vous entendiez tout à l'heure le témoignage, à l'instant même, de Frédéric Druot sur pourquoi on n'arrive pas à multiplier tout ça. Vous avez un point de vue, enfin, vous avez une position un peu différente de celle de Frédéric Druot. Vous ne construisez pas, pour le coup, vous avez un regard vraiment sur toute la construction par votre poste ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à multiplier ce type de projet qui, sur le papier, montre quand même assez peu d'inconvénients?
Moi, je crois que déjà, c'est vrai qu'il faut se livrer à un diagnostic. Je crois que quand Paris Habitat, justement, avant d'engager le concours qui a donné justement lieu à cette théorie du plus, justement, ils avaient déjà évalué les deux choses très intelligemment. Et je trouve que cette attitude-là, elle n'est pas assez développée. Ça, c'est sûr que... Évidemment, c'est plus simple de balayer. Et c'est vrai qu'ici même, j'étais le commissaire d'une exposition qui c'était un bâtiment, combien de vies au pluriel, c'est-à-dire que justement donner une chance de, comme on dit, refaire sa vie, eh bien c'est possible avec soit un changement de programme, mais aussi, et d'ailleurs la tour Bois-le-Prêtre en faisait partie, justement dans cette exposition, parce qu'elle était iconique de cette position sur, mais non, mais on ne peut pas toujours fustiger quelque chose des années 60, qui était d'ailleurs pas si mal conçu que ça. Hein. Je rappelle que la tour de Raymond Lopez et autres, et de Baudouin, il y avait quasiment la même à Berlin, et réalisée par les mêmes architectes, et il n'y a pas les mêmes problèmes là-bas. Donc, il faut s'interroger aussi sur ce qu'on a vite fait de jeter comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est un nouveau regard que Lacaton Vassal, Frédéric Duhaut, Christophe Hutin ont porté de Paris à Bordeaux. Et on espère bien que ça fasse tache d'huile. Mais regardez ce qui va se passer à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, il y a ce qu'on appelle la Grande Muraille. La Grande Muraille, c'est... une barre de 320 mètres, des mêmes années, 1961, eh bien, elle va être purement et simplement détruite. N'y avait-il pas une autre solution, mettre des architectes pour réfléchir à qu'en faire ? Je ne dis pas qu'il faut tout garder. Je sais que des gens comme Lacaton Vassal défendent l'idée qu'il faut absolument tout garder. Sans avoir cette position aussi radicale, je pense que déjà, il faut se poser toujours la question de savoir, n'y a-t-il pas une autre stratégie ? Et c'est ça que nous défendons beaucoup et que je défends personnellement. Oui, et puis c'est vrai qu'on a parlé des questions sociales, on a parlé des questions économiques, il y a évidemment la question environnementale qui est très importante là-dedans, et toute la démolition qu'on va faire de la Grande Muraille, effectivement, de Clermont-Ferrand, c'est une énergie déployée énorme par rapport à ce que ça coûterait de la réhabiliter, effectivement. Clermont-Ferrand, j'en profite, vous avez parlé et de Clermont et de l'exposition Un bâtiment combien de vies. L'exposition Un bâtiment combien de vies se retrouve à Clermont-Ferrand dans le prochain mois à l'occasion de la biennale du réseau des maisons de l'architecture. Voilà, j'ai un peu ma petite part là-dedans, c'est pour ça que je me sentais obligé d'en faire le lien. Une question alors à tous les deux. Non pas que je ne suis pas convaincu de votre réponse du pourquoi on n'y arrive pas, mais je n'arrive pas vraiment à bien comprendre exactement qui est-ce qu'il faut aller convaincre pour réussir à multiplier des opérations comme celle-ci. Alors je vous repose la question un peu différemment. Est-ce qu'on va y arriver un jour ? Est-ce que on est en 2020 aujourd'hui quand même, cette opération elle a presque une dizaine d'années, celle de la tour Bois-le-Prêtre. Il faut attendre combien de temps pour qu'on multiplie effectivement, et c'est le moment de faire rentrer également, de faire re-rentrer également Christophe Hutin dans la discussion. Quand est-ce qu'on va réussir à multiplier ces opérations ? Christophe Hutin peut-être. Alors on a un petit problème de son, peut-être vous avez coupé votre micro. J'avais coupé mon micro, pardon. Je pense qu'il faudrait engager un courage politique à un moment pour infléchir une culture maintenant qui est vraiment dans la société française depuis 20-30 ans de démolition-reconstruction qui semble systématique et qui est devenue presque une routine, quoi. Et je ne l'ai pas avec moi, j'aurais aimé vous le lire, mais j'ai reçu le courrier d'un habitant d'un bâtiment à Bordeaux qui va être démoli, 160 logements. Et il a écrit un courrier au président de la Caisse des dépôts, qui est à la CDC Habitat, et il lui a écrit un courrier pour lui dire que ce qui démolissait, c'était toute l'histoire de sa famille depuis 40 ans. Et le courrier est magnifique, vraiment, on devrait l'enseigner dans les écoles d'architecture. Donc voilà, peut-être que le jour où les élus feront le lien avec ce courrier-là, peut-être qu'on pourra infléchir cette politique qui est devenue une culture, puisqu'en fait, elle s'est propagée et aujourd'hui, c'est devenu une habitude, un systématisme. Est-ce que, alors, il y a aussi peut-être le rôle des architectes là-dedans. En tout cas, tous les architectes, et notamment la génération montante aujourd'hui qui sortent d'écoles d'architecture, sont tous convaincus de l'intérêt de ces projets. Encore une fois, la tour Bois-le-Prêtre et Bordeaux Grand Parc. Est-ce que c'est sur eux qu'il faut compter pour faire une pression peut-être supplémentaire et enfin réussir à multiplier ces projets-là ?
Enfin, c'est évident que c'est avec eux qu'il faut penser, réfléchir. Mais ils ont les mêmes, ils butent devant les mêmes obstacles que nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, tant qu'il y aura l'ANRU, enfin, pour citer juste un chiffre, entre 2004 et 2014, il y a eu 23 000 logements qui ont été démolis pour dépenser 22 milliards d'euros. Ça, c'est le chiffre, c'est les plus et les moins qu'on peut faire par rapport au budget. On tire les chiffres simplement des bilans en rue. Bon. En rue, donc On peut s'amuser à dépenser 2 urbaine. milliards par an pour perdre 2000 logements par an. Ça c'est possible, on peut continuer. Bon. Ça veut dire que tant que la politique du logement sera liée en fait, au dépôt de dossier à l'ANRU et que les dépôts de dossier seront financés en partie pour les démolitions par l'ANRU, c'est-à-dire qu'ils financent que ça, associés à la validation de l'ensemble du projet, on aura toujours des démolitions. Voilà. Donc ça, c'est des facteurs. Mais c'est très, très lié à la culture. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle à l'ANRU de ce sujet-là, ils disent oui, mais on nous explique qu'il faut démolir pour ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut parler du bien avant de parler du mal. Parce que c'est très facile d'expliquer à n'importe qui qu'un immeuble va mal. Mais lui expliquer que ce que disait Christophe par rapport à cette lettre, que c'est la vie des gens, personne ne le fait. Voilà. Donc c'est un problème de culture. Et après, il y a des mécanismes qui sont très, très lourds. C'est aussi un travail un peu plus pénible à faire, mais extrêmement gratifiant. C'est un travail un peu plus pénible à faire que effectivement, d'aller voir toutes les familles, une par une, de s'adapter à leurs souhaits, à leurs désirs, essayer de travailler de façon la plus délicate possible pour ne pas les déranger. C'est pas si facile que ça, hein. C'est un boulot monstrueux, mais il n'empêche qu'il a une destinée, le plaisir des gens. Voilà. Francis Rambert, à l'instant, Frédéric Driveau nous parlait de culture. La culture, c'est vous qui participez à l'infuser, cette culture architecturale auprès de tout le monde, du grand public, mais peut-être aussi des politiques qui ont peut-être quelques décisions en leurs mains. C'est pour cette raison que vous faites cette exposition aujourd'hui, donc qui ouvre, je rappelle, après-demain et qui s'appelle Transformer à grande échelle, nouveaux défis de la durabilité, dans laquelle on voit l'opération de Bordeaux Grand Parc et dans laquelle on voit une autre opération aussi aux Pays-Bas un peu similaire. C'est une volonté en tout cas de montrer qu'une autre voie est possible. Oui, définitivement oui. Et le titre n'est pas anodin, le défi de la durabilité. On voit bien qu'on ne peut pas parler que de développement durable en termes techniques. Là, on parle de termes sociaux. Pour faire ville, il faut faire ville pour faire société. C'est ça la question. Donc, la question de ce patrimoine, le patrimoine, c'est ce qui est disponible. La merveilleuse phrase de Souto Demura. Je pense que ce qui est disponible, eh bien, il y a ça aussi dans le logement. C'est pas uniquement les vieilles usines qui font des magnifiques tiers-lieux et autres. Et Dieu sait qu'il y a des architectes extrêmement brillants qui font tout ça. Je pense à des gens comme Encore Heureux qui développent toute une théorie sur la question du durée-emploi. Et bien, si on commençait par réutiliser les bâtiments, donc voilà, et donc cette existence, il y a une valeur exceptionnelle. On se souvient au moment de la destruction quand même de la Courneuve, devant toutes les caméras françaises, c'était bien avant qu'il y ait les caméras, la télé en continu. Mais déjà, c'était un événement au journal télévisé. C'était ça y est, on a trouvé la solution. On fait table rase. Et ça renvoie à des idées. Vous savez où on a vu aux États-Unis justement toute une cité qui venait d'être construite quasiment partir. Et c'était la fin. Charles Jenks a parlé de l'échec de la modernité. Donc là, on est dans complètement autre chose. On est dans une reconquête permanente et je pense que vous avez posé la question des jeunes architectes. Oui, bien sûr, ils participent. Et là, c'est fantastique. Ils ont, là, ça y est, les Hutin, Druot, Lagaton-Vassal, ils ont ouvert cette voie. Ils ont montré que c'était possible. On n'est pas sur du projet, là, au sens, un projet, tiens, on aimerait bien le faire. Non, c'est des réalités. On peut faire. Il y a des films, dans l'exposition dont vous parlez, nous présentons des films où les habitants parlent, au même titre que les commanditaires, que les architectes. Donc on voit bien que là, tout le monde porte les choses. Et il y a ceux qui en profitent parce qu'évidemment, tout ça, c'est un plus spatial, c'est un plus de confort, c'est un plus de vie. Donc oui, ça vise aussi les décideurs pour leur faire comprendre que, eh bien, il n'y a pas que la solution démolition. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que parfois, il ne faut pas le faire. Vous voyez, mais...
Bien dans le micro. Et je rappelle aussi, j'ai oublié de le préciser, je ne l'ai pas assez dit, vous pouvez bien sûr évidemment poser des questions, vous participez également à la discussion et je reçois toutes les questions ici, je me charge de les transmettre. On a encore 4 minutes devant nous, il est encore temps et je vous rends la parole, pardon Frédéric Druot. Pour rebondir sur ce que dit... la question de démolition, si on dit clairement il s'agit de jamais démolir, ça s'oppose au fait qu'on ne peut pas dire on peut démolir un petit peu, parce que le petit peu c'est quoi? Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire effectivement, tant qu'on se pose la question il s'agit de jamais démolir, il faut faire attention à tout. Et c'est quand on va jusqu'au bout de cette attention-là qu'on peut décider. Le problème des démolitions aujourd'hui, c'est que très souvent, on démolit au hasard. On avait le cas de Aulnay, par exemple, sous Bois, où il y avait 6 tours, et le maître d'ouvrage a décidé d'en démolir 4, en ayant dit sur ces 4 tours que c'était abominable, que les gens étaient malheureux, qu'il y avait tous les malheurs du monde, enfin, la liste du mal sur ces 4 tours. Bon, ils les ont démolis, il en reste 2. Mais le mal, il reste dans les 2 tours. Ça veut dire qu'on peut imaginer ce que pensent les gens qui habitent ces 2 tours toujours. Voilà. Donc on démolit 4 d'un coup, ou on démolit, hop, on fait une trouée urbaine dans un immeuble. On tape dans des immeubles. Bon. Et on tape sans le comprendre dans la vie des gens, dans leur patrimoine, dans leur histoire. Voilà. Et ça, on ne le voit pas, parce qu'une façade de la vue de l'extérieur, dans un immeuble qui est aussi peu aimable qu'une boîte à trous avec des petites fenêtres, on ne peut pas imaginer qu'il y a des gens dedans. Mais s'il y a des gens dedans, il faut y aller. Il faut aller voir. Là encore, un enjeu dont on n'a pas parlé, dont on parlera d'ailleurs dans la toute prochaine discussion, c'est la façade. Et c'est vrai que ces façades aussi, elles changent avec ces rénovations-là, avec ces extensions-là. Et effectivement, la petite fenêtre s'en retrouve bien agrandie. On a 2 minutes encore. Je crois même que dans 2 minutes, la vidéo va automatiquement se couper. Alors on fait vite. Francis Rambert, un mot sur l'autre bâtiment présenté dans cette exposition. Donc c'est une mise en parallèle, en symétrie peut-être, de 2 projets. On a parlé de Bordeaux Grand Parc. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'autre projet? L'autre opération est à Amsterdam, sur le site de Kleiburg, qui est un site qui a été un champ d'expérimentation dans les années 60 avec des très très grandes barres, 400 mètres de long, celle-là. À Bordeaux, c'est 300 mètres coupé en 3, si je puis dire. Donc, c'est une autre échelle, mais c'est le même nombre de logements en l'ensemble. Et c'est pour ça que c'est comparable. Souvent, on dit comparaison n'est pas raison. Justement, là, ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, grâce à Aquitanis et un homme formidable qu'il faut absolument citer, qui est Monsieur Blanc, qui s'est même battu contre ses propres troupes pour faire cette opération, je tiens à le souligner, point 1. Et de l'autre côté, eh bien justement, c'est pas un organisme HLM, c'est le privé qui s'est attaqué à ce genre de sujet. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a montré que même, puisqu'on parlait justement, les privés, ils pensent produit. Et bien là, ils ont pensé un peu autrement, justement, et il y a même un encadrement pour pas qu'il y ait de spéculation possible. Donc là, on est dans un cercle assez vertueux, complètement exceptionnel, je tiens à le dire, mais ce qui prouve que c'est possible. Voilà, c'est ça que... Donc voilà pourquoi nous avons rapproché ces 2 opérations, et quand on l'avait décidé, on ne pouvait pas savoir que les 2 auraient le prix Misandero, dont je rappelle que c'est le prix de l'excellence européenne. C'est quand même... c'est pas rien. Contemporaine. C'est pas rien. Hein. Ça veut dire que là, il est reconnu que la transformation est un acte de création à part entière. C'est ça que ça veut dire. On a des questions qui nous arrivent. Je suis vraiment désolé, on n'a pas le temps de les traiter et je suis obligé de couper cette discussion alors même qu'elle est effectivement passionnante. On se retrouve dans 15 minutes pour la 2e table ronde où l'on parlera cette fois de la question de la façade, usage matière et lumière. Quels enjeux pour la façade en architecture? Et nous aurons avec nous Manuel Gautran, l'architecte Miguel Cornero également, ainsi que Jean-Michel Jezierski de l'entreprise Terreal. À tout de suite dans 15 minutes. Merci beaucoup.